Bonjour et merci pour votre attention. Je veux, pour ma part, vous présenter rapidement le travail de l'équipe qui a analysé les filières de pêche au sens des aspects socio-économiques. L'équipe dédiée à cette analyse a préparé deux rapports contribuant à une meilleure compréhension des chaînes de valeur et de distribution des pêcheries. Ces pêcheries donc qui prennent place dans la sphère d'analyse de Farfish. De plus, une partie de l'équipe a réalisé deux autres rapports qui ont également certains liens pertinents avec cette analyse de la filière. Et tous ces documents sont montrés sur la diapositive. Par ailleurs, nous adressons un grand merci à tous les contributeurs externes. Alors, pour notre premier rapport, le but était de réaliser une étude documentaire décrivant les chaînes de valeur des pêcheries de l'Union européenne dans les pays tiers. Ces accords et leurs pêcheries sont tous indiqués aussi sur la diapo. Le premier rapport décrit et cartographie les principales étapes de la chaîne de valeur et les flux de poissons, en se concentrant sur les captures des navires de l'Union européenne. Donc, pour ce faire, nous étions en grande partie basés sur la littérature existante et sur les jeux de données disponibles. Dans le rapport, nous résumons les accords et présentons le nombre et le type de navires de l'Union européenne qui participent à telle ou telle catégorie de pêche. Nous décrivons les captures, les zones de pêche, les lieux de débarquement. Nous avons parlé des frais de licence ainsi que des prix de produits à la vente. Nous décrivons comment sont traités les débarquements, la phase de transformation, les principaux acteurs impliqués dans telle ou telle étape de la transformation, les emplois que ça génère, les canaux de distribution, etc. Une caractéristique frappante était la grande diversité des pêcheries, des filières de distribution. L'on a eu affaire d'une part, par exemple, à des navires tonniers, des canneurs relativement petits, qui ciblent des poissons de qualité supérieure en petite quantité. Et d'autre part, on a eu affaire à des très grands chalutiers pélagiques qui congèlent et emballent à bord des espèces de poissons appelés les petits pélagiques et qui partent en campagne de pêche parfois pendant des mois. Mais un dénominateur commun était le commerce très rodé. La plupart des pêcheries qu'on a analysées étaient intégrées dans de grands processus mercantiles internationaux. Ces flux de matière empruntent des cheminements éprouvés avec des acteurs de transport maritime, des réseaux de transport bien développés depuis longtemps et avec des acheteurs-revendeurs expérimentés au long cours. Ça peut permettre aux opérateurs de choisir différentes stratégies en cherchant à profiter au maximum de leurs spécificités et de leurs points forts. Il peut être décidé, par exemple, s'il effectue un débarquement et une transformation locale dans le pays dans lequel il pêche, ou bien si les produits sont expédiés directement en Europe pour leur transformation ultérieure. Le choix des marchés de consommation aussi est décidé en fonction des types de produits, et ces types de produits eux-mêmes sont influencés par la demande, etc., etc. Pour la deuxième phase des enquêtes sur la chaîne de valeur, nous avions prévu des échanges approfondis avec nos contacts sur place ainsi que des visites dans les pays hôtes. Je m'étais personnellement installé à Dakar dès le début janvier 2020 et je prévoyais de rester sur place pour une longue période avec Dakar comme camp de base et ensuite pour rayonner dans la région, Mauritanie, Maroc, Abidjan par exemple, etc. D'autres chercheurs de l'équipe devaient me rejoindre ponctuellement ça et là. Et il était aussi question d'investiguer dans les hauts lieux des pêcheries étudiées en Europe, donc les Pays-Bas par exemple, Las Palmas, etc., etc. aussi. Sauf qu'il y a eu bien sûr cet imprévu que tout le monde connaît, le Covid, et nos différentes tribulations, malheureusement, ont été stoppées assez rapidement. Grâce à Zoom, WhatsApp, Microsoft Teams, etc., ainsi qu'aux référents Farfish dans les différents pays, nous avons quand même pu réaliser un certain nombre d'entretiens. Mais nous avons quand même dû adapter, bien sûr, notre approche et notre collecte de données s'en est ressentie. En plus donc de ces entretiens avec certains informateurs ciblés, on a donc aussi ajouté un aspect d'analyse approfondie des bases de données en notre possession, telle que la base de données de la DGMAR, qui nous a été transmise de façon exceptionnelle, ainsi que d'autres bases de données dans les pays, par exemple, où on étudiait, et d'autres bases internationales comme ICAT, FAO, etc. Ça a contribué donc au deuxième rapport, qui est composé de 3 projets de manuscrits à publier ultérieurement dans des revues scientifiques, que je vais brièvement vous présenter là, ainsi qu'une partie plus rapport, qui, elle, ne fera pas l'objet d'une publication ultérieure. Le premier projet d'article donc traite de la traçabilité de la pêche au thon au Cap-Vert et aux Seychelles. Tout d'abord, la traçabilité a été développée pour assurer la sécurité sanitaire des aliments, mais cette démarche s'est élargie pour inclure rapidement la lutte contre la pêche illégale et aussi pour documenter la durabilité des activités de pêche, pour la gestion des stocks, etc. Ça a également une importance pour déterminer les tarifs d'accès à la ressource et la compensation financière, par exemple, que l'Union européenne délivre dans les pays tiers où elle pêche.
Parmi les résultats, il s'est avéré que les usines de transformation procèdent à un travail sur des lots de produits séparés tout au long du processus de production, ce qui leur permet en théorie de retracer le parcours des produits lot par lot depuis la capture jusqu'à leur état final. Mais cette information est tributaire de ce que fournit le navire de pêche comme données de base. Le traçage est d'autant plus compliqué par multiples facteurs, tels que l'expédition, par exemple, d'un même lot à deux endroits différents, par exemple, pour une partie vers une conserverie et pour une autre partie qui serait directement transbordée et expédiée ailleurs. Les navires de l'Union européenne fournissent des informations détaillées sur les captures par voie électronique. C'est la seule flotte à faire ça aux Seychelles, par exemple. Ça permet aux autorités locales de vérifier par recoupement les captures en lien avec leurs données à eux de débarquement, qui elles-mêmes font l'objet de suivi. Mais il existe des sources d'inexactitude et des possibilités de fausses déclarations. Le système de certification de l'Union européenne présente malgré tout des défauts, notamment liés à l'absence d'un registre central. Heureusement, ceci est en cours d'amélioration et espérons-le, ce sera bientôt mis en œuvre. Le deuxième projet d'article traite de la pêche donc, des petits pélagiques en Mauritanie. Le contexte, c'est que les filières des petits pélagiques qui sont présents en grande quantité dans les eaux mauritaniennes, mais aussi au Maroc, ont récemment connu de grands changements dans le type d'exploitation. Par ailleurs, l'accord de pêche de l'Union européenne avec la Mauritanie est de loin le plus gros accord de pêche de l'Union européenne. Dans cet article, nous décrivons ces changements de type d'exploitation, les implications pour la flotte de l'Union européenne en lien avec l'industrie de transformation des poissons en Mauritanie et en lien aussi avec les marchés finaux pour ces ressources. Ce qu'il en ressort, c'est que les entreprises de l'Union européenne ont été les premières à développer la pêche industrielle à la sardinette dans la région. Les captures sont congelées à bord de grands chalutiers, emballés et expédiés principalement vers les pays d'Afrique subsaharienne, ce qui fournit une source de protéines animales à un prix raisonnable dans ces pays. La Mauritanie a souhaité, en 2012, augmenter l'activité de transformation sur son sol, de même que les emplois. À l'origine, les navires étrangers, par exemple, ne débarquaient pas en Mauritanie. Le pays a introduit une limite de pêche à 20 000 nautiques des côtes pour les chalutiers étrangers. Dans la pratique, cela a exclu bon nombre de navires étrangers à l'utilisation de la ressource en sardinelle notamment. Surtout les chalutiers de type hollandais ont en partie abandonné la pêche dans les eaux mauritaniennes, laissant principalement sur place les chalutiers d'Europe de l'Est pêchant le chinchard. Or, les navires d'Europe de l'Est destinent leur capture principalement pour la Russie et les pays baltes, et seulement de façon marginale à l'Afrique de l'Ouest. Quant aux navires hollandais qui restent, ils ciblent maintenant la sardine, mais celle-ci n'est pas envoyée en Afrique de l'Ouest. Et surtout envoyée dans les conserveries, Afrique du Sud, Brésil, etc. Les navires européens ont donc en partie été remplacés par des navires affrétés, donc entrant dans le régime mauritanien, qui fournissent une importante industrie de la farine de poisson. Cette industrie s'est développée rapidement en Mauritanie, mais aussi au Sénégal et en Gambie. L'exportation de farine de poisson a explosé alors que les captures de petits pélagiques qui composent donc cette farine contribuaient auparavant à la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, tandis que la farine de poisson, elle, est principalement destinée à l'aquaculture. Les importations totales de poissons par les pays ouest-africains semblent stagner depuis lors, alors que dans le même temps, la population augmente et donc avec elle la demande en protéines animales, dont les petits pélagiques étaient la source la moins chère. Donc ça pose un gros problème aussi de sécurité alimentaire. Les autorités mauritaniennes ont récemment mis en place des mesures pour orienter la production nationale vers la consommation humaine, mais cette réaction est tardive face à un phénomène, donc les usines de farine, qui est apparu très brusquement. Et enfin, la dernière analyse de filière était la pêche au merlu dans l'Atlantique sud-ouest. L'article qui en découle traite également des impacts de la modification de l'offre sur le marché européen. Cette pêcherie, tout d'abord, est l'une des plus importantes de la région. Le stock se trouve à la fois dans les eaux nationales et en haute mer dans les eaux internationales. Mais il n'y a pas d'organisation régionale de gestion des pêches. Le principal marché est l'Espagne et ce marché est devenu de plus en plus dépendant des captures dans l'Atlantique sud-ouest, que ce soit depuis les navires espagnols ou les importations d'Argentine et des îles Malouines, Falklands. Après des décennies de surexploitation, la pression de pêche semble s'être réduite et il y a maintenant des signes de reprise de croissance de ces stocks. La pêcherie n'est pas certifiée. Cependant, avec la sensibilisation croissante des ménages consommateurs, ça pourrait réduire les possibilités de vente. Mais le différend entre l'Argentine et le Royaume-Uni, notamment au sujet des Malouines Falklands,
rend la coopération difficile pour créer une organisation de pêche. Or, c'est un prérequis nécessaire pour obtenir cette certification de pêche tant importante auprès des consommateurs. Et avec ou sans certification, l'approvisionnement du marché espagnol est susceptible de diminuer. Mais l'impact sur les prix est incertain car la demande aussi a diminué. Voilà, c'est tout pour ma part. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation.